Muy bienvenidas y bienvenidos. Es un placer reunirnos de nuevo en torno a la cátedra que dirige Bénédicte Savoy, una cátedra que llega hasta hoy. Mañana aún habrá una sesión de seminario para el grupo de estudiantes que están trabajando con la profesora Savoy. Para nosotros en las conferencias esta es la cuarta y lamentablemente única de un tema que nos ha tenido pendientes en todas las sesiones. Les recuerdo que empezamos con este tema de la reclamación de los años 1814-1815, cómo se producían esos procesos de reclamación, qué argumentos aparecían a favor de atenderlas, en contra, etcétera, etcétera, que dedicó la profesora Savoy una segunda sesión a los temas jurídicos y morales relacionados con la restitución, que la semana pasada nos ocupamos de ese fascinante concepto de universalidad que vemos reflejado digamos, en las labores de reunir y coleccionar y mezclar obras artísticas procedentes de muy diversos lugares. Y hoy toca el asunto de la reconexión, según el término que emplea la profesora Savoy, que no es otro sino algo que nos ubica en la reinserción o la reinstalación de obras artísticas, de bienes culturales que habían sufrido ese desplazamiento, que habían sido expropiadas y que vuelven a sus lugares, pero verdaderamente hay una serie de argumentos en torno a la naturaleza de lo artístico, de naturaleza jurídica, moral, o que afectan al tema de la universalidad ligado a estos bienes. Es decir, una reflexión, una nueva reflexión sobre la naturaleza de lo artístico que va a situar esas obras en sus lugares de origen con una perspectiva distinta. Y ese es un momento también fascinante. Si la reflexibilidad en torno a los bienes patrimoniales había tenido ya una presencia fuerte con las colecciones grandes y sobre todo a través de la estampa y todavía no con la fotografía, desde luego con esa reunión extraordinaria de colecciones en París había conocido un punto verdaderamente como de extraordinario desarrollo, y eso pues va a generar en efecto una nueva situación en la cultura musealizada de Europa. Las obras que vuelven a Kassel o a Berlín o a Madrid, etcétera, etcétera, viven una nueva vida, y sobre la discusión intelectual, también moral, historiográfica, etcétera, nos va a hablar la profesora Savoy esta tarde. Muy agradecidos nuevamente, a ella la escuchamos. Chères auditrices et chers auditeurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ici pour la 4e conférence de ce cycle de la Cathédra qui m'honore et qui me permet de découvrir une ville et un pays qui m'étaient trop peu connus et dont je crois pouvoir dire maintenant que je suis tombée amoureuse. Juste pour vous donner une idée de ce qui m'est arrivé entre la dernière fois et cette fois, j'ai été associée à un colloque sur les restitutions précisément qui a eu lieu à Barcelone lundi et qui m'a montré combien dans les différentes régions de ce pays et dans les différentes institutions, le sujet était présent, mais présent de manière très différente. Ici, à la Cathédra, en parlant des années 1815, mais en faisant le pont avec l'époque contemporaine. Et puis, ici, par exemple, à Barcelone, en associant beaucoup de collègues d'artistes, hommes et femmes venus d'Amérique latine, ce qui donnait une toute autre perspective au sujet. Et par ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir le musée d'anthropologie qui se trouve près de la gare
et qui nous interpelle avec ce frontispice « Connais-toi toi-même », c'est-à-dire fais un effort d'introspection. J'y suis entrée avec beaucoup de curiosité et sans a priori. Et le plan du musée est très clair. On trouve les Philippines au rez-de-chaussée, la Guinée équatoriale espagnole au premier étage et les Amériques au deuxième étage. Je suis allée plutôt vers l'Afrique, où je pouvais mieux connecter moi-même. Et j'ai été fascinée de voir d'abord cette très belle pièce Fang, qui vient donc de la Guinée équatoriale espagnole, mais encore plus, et même un peu choquée, de comprendre que c'était un anthropologue allemand, Günther Tessmann, qui, dans les années d'avant la Première Guerre mondiale, avait beaucoup travaillé en Guinée équatoriale, ce qui s'explique par le fait, comme vous voyez, que la Guinée équatoriale était en plein milieu du Cameroun allemand. Et je pense que si on veut travailler sur ces questions, nous autres les Allemands, et moi-même je viens de passer 3 ans avec des collègues du Cameroun, il faut qu'on pense les choses ensemble. Et je trouve que voilà les journaux intimes de Tessmann qui sont conservés à Lübeck et qui parlent de la Guinée espagnole. Et je pense que ce frontispice « Connais-toi toi-même » est une vraie invitation à être européen et à faire cette introspection postcoloniale ensemble. Et je pense que les sources marchent ensemble, que nos désirs d'éclaircir les provenances marchent ensemble et qu'il y a beaucoup à faire, en tout cas entre les Allemands et les Espagnols pour ce qui concerne la Guinée et le Cameroun. Mais je retourne avec vous et très volontiers dans les années 1814 et 1815 pour la dernière séance. La première était plutôt destinée à décrire comment les Alliés ont pu reprendre avec beaucoup de difficultés les œuvres qui avaient été saisies dans leur région. C'était une séance plutôt pragmatique. La seconde abordait des questions juridiques. La troisième abordait la question de l'universalisme. Javier l'a rappelé à l'instant. Et aujourd'hui, il s'agit de reconnexion. Et j'ai choisi ce terme. Javier a insisté sur le fait que c'est moi qui ai choisi ce terme. Parce que j'ai vécu moi-même, ces dernières années, des moments de reconnexion patrimoniale comme un témoin. Et je voudrais vous montrer juste pour commencer, pour que vous compreniez à quel point il me paraît important, intéressant et peut-être même indispensable de bien connaître ce moment 1814-1815 pour comprendre ce qui se passe avec nous aujourd'hui, au début du XXIe siècle. Je vous montre, et le son est très mauvais, une scène que j'ai tournée avec mon téléphone à Cotonou, qui est la capitale de la République du Bénin, à l'automne 2021, lorsque les 2,5 tonnes d'œuvres que le Bénin réclamait depuis longtemps lui ont été restituées par la France. On est le long de l'avenue Jean-Paul II, qui est l'avenue qui relie le Palais de la République avec l'aéroport. Et pratiquement des représentants de toutes les communautés de tout le pays se sont réunis le long de cette route pour voir arriver le convoi, pour voir passer ce patrimoine royal qu'ils ont perdu il y a 129 ans. Vous allez voir une affiche qui accueille les trésors restitués. La voici, restitution. Et la scène s'arrête pour moi dans le palais royal, le palais présidentiel, ça c'est Felwinsar, mon collègue, dans le palais présidentiel de la République du Bénin, où les œuvres allaient être déballées. Cette cérémonie, pour moi qui connais bien l'iconographie des années 1815, 1814, 1815, était extraordinaire parce qu'elle s'inscrivait dans une continuité de moments de restitution, et ces moments de restitution ont une longue, un atavisme, disons. Ils se répètent souvent de la même manière. Vous voyez ici des ouvriers qui sont en train de sortir d'un camion une caisse qui comporte un trône royal, et ils le font avec beaucoup de précaution, très lentement. Et pour moi, qui étais assise là en train de regarder, je me suis demandé au bout de 20 minutes pourquoi ça durait aussi longtemps, avant de comprendre que peut-être il s'agissait d'une scène de naissance ou de renaissance patrimoniale, de reconnexion. On sort le bébé, on sort le trône, on sort le bien culturel du camion et on lui redonne vie. À la suite de cette cérémonie, a eu lieu à Cotonou une exposition extraordinaire qui s'intitulait « De la
restitution à la révélation, qui réunissait à la fois les œuvres anciennes, que vous voyez ici, des pièces zoomorphes, anthropomorphes, rendues par la France, qui représentent des rois, et qui a accueilli un public considérable, comme vous le voyez ici, près de 300 000 personnes en quelques mois. Et dans la même exposition, vous aviez donc à la fois des pièces anciennes qui permettaient aux différentes générations de discuter d'eux-mêmes. Ici, vous voyez des enfants qui demandent à leur père qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit, et le père, comme tous les pères, ne sait pas trop bien. Et en plus, comment saurait-il? Les pièces sont parties depuis 130 ans, et on le voit prendre contact avec le cartel et, par le biais de l'histoire, en fait, se reconnecter et connecter ses enfants avec l'histoire. Et ça, c'est l'un des rôles des musées, c'est-à-dire de mettre ensemble l'ancien et les générations qui passent, comme on l'a déjà évoqué. Et dans la même exposition, vous aviez des pièces d'art contemporain, comme des casques vaudounautes de Emo de Medeiros, qui étaient considérés aussi par des rois traditionnels, si bien que dans ce musée-là, si vous voulez, la reconnexion se faisait tant avec le passé qu'avec le futur, d'une certaine manière. Et depuis, la République du Bénin a créé des lois, a créé des collections nationales, a créé des écoles d'art depuis cette restitution. Et je pense que ce moment-là, d'aujourd'hui, de 2021-2022, est tout à fait connecté à ce qui s'est passé il y a 200 ans, qui était un changement de paradigme. J'ai articulé ou j'ai organisé aujourd'hui mon propos en 4 petits chapitres, courts chapitres, qui s'intitulent « Des retours très politiques »,« Réappropriation plurielle »,« À qui rendre » et « Le temps des musées ». Et je ne vous cacherai pas que j'ai eu, je l'ai dit déjà une fois, méthodologiquement, c'est toujours difficile de parler de restitution parce que quantitativement, on parle de beaucoup de pièces, mais si on parle de beaucoup de pièces, c'est difficile de montrer l'impact qu'elles ont les unes et les autres. Et il faut faire un choix entre l'individu et le groupe, entre l'œuvre individuelle et la collection. Et j'ai fait quelques choix dont j'espère qu'ils seront bons pour aujourd'hui. Des retours très politiques, vous l'avez vu à l'instant avec le petit film que je vous ai montré, avec ce palais présidentiel. La restitution des biens au Bénin a été un événement politique et certains disent, tu vois, le patrimoine est instrumentalisé pour des raisons politiques, par un gouvernement, etc. Les restitutions sont toujours politiques. On est très bien informé du caractère politique et des mises en scène qui ont eu lieu en 1815 et début 1816, lorsque les œuvres sont revenues dans leur pays d'origine en Europe. Je vous montre ici une petite collection de pièces et je reviendrai sur 2 d'entre elles tout à l'heure. La première, tout en haut à gauche, est une estampe conservée au Rijksmuseum à Amsterdam qui représente le retour des tableaux de Rubens dans la ville de Anvers. On y reviendra tout à l'heure. Celle du milieu représente la restitution, notamment du groupe du Laocoon et de la transfiguration de Raphaël au pape, qu'on voit assis dans un coin. Je zoomerai tout à l'heure, ne soyez pas frustrés, on ira dans les détails. La troisième ici représente le retour des chevaux de Saint-Marc de Venise, vous voyez, qui sont rapportés sur un bateau métaphorique vers la place Saint-Marc, où le soleil brille, comme pour un nouvel avenir. En bas, à gauche, vous voyez le retour aussi d'un Rubens, le martyr de Saint-Pierre à Cologne. Et puis ici, une représentation du retour des caisses d'œuvres sur des chariots qui retournent à La Haye, Den Haag, aux Pays-Bas. En plus de ce riche matériel iconographique, on a un riche matériel de texte, car ces restitutions ont conduit non seulement à des mises en scène politiques, à des discours, mais aussi à une importante production poétique. Vous voyez au milieu des stanze pour le retour des beaux-arts recuperati dalla Toscana, donc des stances. À côté, un hymne de Francesco Benedetti, un poète célèbre de l'époque, per la recuperazione dei monumenti d'arte di Toscana, les deux. Vous voyez de l'autre côté, des 2 autres côtés, des catalogues d'exposition, car ces pièces ont fait l'objet souvent d'expositions. Comme au Bénin en 2021, quand on récupère un patrimoine, même si on l'a perdu seulement depuis 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, on le montre. La première chose qu'on fait, c'est le montrer. C'est provoquer une réappropriation.
Et ces différents documents, auxquels s'ajoute, comme toujours, une presse très abondante, ici, l'une qui commente... Ah, pardon. Celle-ci, qui commente une exposition qui a eu lieu à Parme, Piacenza, Modena, d'œuvres venues de Parma, Piacenza, Modena, etc., qui vont être exposées, d'une part, et l'autre, de l'autre côté, qui commente, qui est un compte-rendu d'une exposition qui a eu lieu en février de 1816 à Florence, avec les œuvres restituées à la Toscane. Tout ce matériel-là nous permet de comprendre comment se font les reconnexions, quels sont les biais de reconnexion, les gestes de la reconnexion, ou pour le dire autrement, l'anthropologie du retour, ce que les hommes et les femmes, malheureusement plutôt des hommes, dans nos sources, les femmes jouant souvent le rôle de muse, on va en voir une là qui ne joue pas un rôle extraordinaire, cette palette de gestes de reprise nous étant offerte, en fait, par l'analyse de ce type de document. Donc, commençons par, peut-être, par cette estampe. Elle est intitulée « Le triomphe des armes ». Vous y voyez ici le souverain triomphant, c'est le prince d'Orange, le futur Guillaume II des Pays-Bas, entouré de Blücher, c'est le général allemand avec les moustaches comme ça, et de Wellington. Ils arrivent sur un char de la victoire, c'est une allégorie de la victoire, accompagnés d'une femme, enfin, d'un ange, qui fait de la musique, qui annonce leur victoire, et ils se dirigent vers le bas de la scène, où l'on voit arriver à travers un arc de triomphe les tableaux monumentaux de Rubens sur un chariot. Là encore, peut-être, bien sûr, une scène de triomphe, l'iconographie romaine du triomphe, mais peut-être aussi une scène de naissance. C'est vraiment frappant dans ce genre d'image de toujours voir les œuvres arriver d'un endroit derrière, c'est-à-dire que c'est un renouveau, c'est une nouvelle vie qui les attend. Et vous voyez en bas une allégorie des arts un peu idiote, qui a perdu tous ses moyens, ses modèles, sa palette, ses pinceaux sont par terre. Elle a perdu tous les moyens puisqu'elle était privée des arts pendant la période napoléonienne. Et la victoire, Minerve vient lui dire « Réveille-toi, tout va recommencer, tu vas pouvoir recommencer à travailler, les œuvres reviennent ». Donc ça, c'est très important, l'idée que le retour des œuvres, c'est une renaissance des arts, mais c'est aussi une renaissance de l'identité nationale. Tandis que de ce côté-ci, d'ailleurs, le dessinateur de cette... je crois que c'est une gravure, je ne suis pas tout à fait sûre, s'est représenté lui-même avec l'éditeur de la gravure sur le côté, lui-même dessinant les arts en train de se réveiller. Une telle scène nous informe d'abord et avant tout de la dimension politique de la chose. C'est le roi qui a réussi à récupérer les œuvres et qui en fait don à la ville. Il nous informe aussi de la dimension militaire. C'est une vengeance. Les armes se sont vengées et le retour solennel des objets des sciences et des beaux-arts peut avoir lieu grâce aux armes. La dimension militaire, le lien entre musée, armée, les arts et les armes, et on pourrait ajouter les larmes, ça, c'est quelque chose qui naît en 1815 et qui va durer pendant tout le 19e siècle. Pendant très longtemps, on y reviendra tout à l'heure. Autre exemple, simplement pour vous montrer à quel point dans toutes les régions d'Europe, à peu près au même moment, ont lieu des cérémonies évidemment différentes selon les contextes, mais qui se ressemblent finalement dans leur dimension politique. Il s'agit ici du retour des chevaux de Saint-Marc, sur la place Saint-Marc à Venise. Ils avaient été saisis en 1797 par l'armée française. Vous voyez aussi que le lion, qui devrait être sur la colonne ici, est absent. Il est sur un autre chariot un peu plus loin derrière. Et toute cette scène a lieu ici sur la place Saint-Marc, avec le public vénitien, la société civile placée derrière des rangées de militaires, ces militaires étant ceux de l'Autriche, puisque c'est l'Autriche qui a repris le gouvernement
du nord de l'Italie à ce moment-là, la Lombardie-Vénétie. Donc, que fait l'Autriche d'une certaine manière? Elle va rendre de manière très pompeuse, très mise en scène, les chevaux volés par Napoléon à Venise, alors qu'elle est, l'Autriche, d'une certaine manière, la colonisatrice maintenant de Venise. Venise, qui était une ville libre, n'est pas du tout contente d'être dirigée par l'Autriche, mais en tout cas, le geste ici, celui de François d'Autriche, c'est de dire « Je suis un bon souverain, je vous rends votre patrimoine ». Et d'ailleurs, on connaît un très grand nombre de poèmes, livres, etc., qui remercient très fort, avec beaucoup d'insistance, ce souverain. Vous voyez ici un ouvrage intitulé Dei Quattro Cavalli, riposti sul progno de la Basilica di San Marco. Et ici, c'est dédié, bien sûr, à François Ier, impérateur d'Autriche. Et si vous feuilletez les pages suivantes, je vous les épargne, vous pourrez lire que vraiment, vraiment, merci François de nous avoir restitué ces pièces. Donc ici, c'est un acte politique différent. Ce n'est pas le souverain de son propre pays, c'est un souverain extérieur qui rend et qui attend la reconnaissance de ces sujets dont il espère qu'ils seront loyaux. On a des configurations comme ça au XXe siècle, quand l'Union soviétique rend des pièces à la RDA, à l'Allemagne de l'Est. Elle le fait aussi pour obtenir la loyauté ou pour prouver sa bonne foi à l'égard de l'Union soviétique. Et l'introduction, la fin de ce texte finit évidemment sur l'Augusto nostro padre monarca Francesco I. Donc tout ça, ici, est fait pour mettre en valeur le nouveau dirigeant. Troisième type, si on veut, de mise en scène de retour, un type plus scientifique, plus académique, plus muséal aussi, le type exposition. Je le disais tout à l'heure, les pièces sont exposées quand elles rentrent dans de nombreux pays. On a la chance d'être bien informé de l'exposition qui s'est tenue à Berlin en octobre 1815, lorsque les centaines de pièces prises par Napoléon et vivant de nom en 1806 et 1807 retournent à Berlin. L'exposition a eu lieu dans ce bâtiment qui se situe unter den Linden, sur la grande avenue de Berlin, qui est à l'époque l'Académie des sciences et des arts. Et un catalogue a été publié. Vous allez voir que ce catalogue mêle différents aspects qui nous importent beaucoup. Et surtout, et d'abord peut-être, qu'il mime, avant de mêler différents aspects, il mime le catalogue des conquêtes françaises. J'ai mis du côté gauche le catalogue des œuvres conquises, vous le voyez au centre, conquises par la Grande Armée dans les années 1806 et 1807, dont l'exposition a eu lieu le 14 octobre, premier anniversaire de la bataille d'Iéna, au Louvre, qui était une exposition prépotente, vraiment, où Napoléon montrait ce qu'il avait conquis. Et lorsque les Prussiens récupèrent leur patrimoine, ils reprennent à peu près le même design pour le catalogue, et le leur s'intitule « Liste des tableaux et œuvres d'art qui ont été récupérés par la Tapferkeit der Vaterländischen Truppen, grâce à la vaillance des troupes patriotiques, wiedererobert, reconquises, et qui sont montrés maintenant zugunsten der verwundeten Krieger des Vaterlandes pour financer les blessés et les infirmes de guerre de la patrie. Donc là encore, une dimension très nette entre politique, armée et art. Et vous allez voir que ça, c'était l'exposition montrée à Paris en 1807, qui mêlait à la fois des œuvres d'art de Potsdam, Vienne et Cassel, mais le tout présenté face à un buste monumental de Napoléon sur lequel flottait, probablement avec du fil de pêche transparent, une couronne de laurier, et au-dessus était présentée une allégorie du vainqueur de Rubens confisqué à Cassel. Ça, c'est le genre de mise en scène que faisait Paris en 1807, que font les Allemands ou les Prussiens en 1815. Ils choisissent, ça c'est le plan de cette académie, vous voyez qu'il y a une rotonde au milieu, donc le public entrait par ici. Et dans cette rotonde, les organisateurs de l'exposition, c'est-à-dire l'Académie des Beaux-Arts de Berlin, va placer des tableaux de la famille napoléonienne, volés, confisqués, pris à Saint-Cloud, près de Paris, dans le château royal de Napoléon, si bien que le public va entrer ici comme, oups, oh, malheur,
le public va entrer ici comme dans une rotonde de la victoire, passer devant Napoléon, et la porte s'ouvre sur la première pièce, le numéro 1 de l'expo, qui est le tableau alors attribué à Van Eyck, qui représente le jugement dernier et qui avait été pris à Danzig, Gdansk, dans l'actuelle Pologne. Tout ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si pour vous, ça fait pareil que pour moi, mais quand vous avez une exposition qui commence par celui qu'on a vaincu, représenté en tableau, et qui ensuite s'ouvre en numéro 1 sur une œuvre allemande ancienne, qui jusqu'alors en Allemagne n'intéressait pas grand monde. Ce tableau-là a été pris dans une église, les autres Cranach, Dürer, etc. n'étaient pas vraiment exposés dans les musées allemands. Ça montre comment les pièces, après leur séjour à Paris, ont changé de caractère. Elles sont politisées, elles sont nationalisées, et ici on voit bien que le regard de l'autre, le regard que les Français ont porté sur l'art allemand primitif, comme on disait à l'époque, va influencer ce qui va se passer avec cet art-là à partir de 1815-1820, qui sont les années du romantisme allemand. Alors, en partant de ceci, évidemment, on pourrait faire ça, je pourrais vous expliquer tout ça avec beaucoup de textes, mais c'est très fastidieux avec des textes, et je pense que les expositions comme dispositif, et puis nous sommes dans un musée, en racontent aussi beaucoup sur la manière dont sont traitées ces reconnexions. Dans ce contexte, donc, de cérémonies politiques, de discours politiques, de beaucoup de drapeaux, de musique, d'expositions, nous voyons se mettre en place différents types de réappropriation dans les différents contextes où nous sommes. Là, j'ai dû faire un choix. J'en ai choisi seulement 3. J'aurais pu multiplier les exemples, mais ce qui est très net, c'est qu'une des premières choses que font ceux qui récupèrent leur patrimoine, c'est de se le réapproprier physiquement, matériellement. Ils vont le toucher, ils vont au XXe siècle le photographier, ils vont le retoucher. Dans les pays africains, parfois, ils vont le repeindre pour se le réapproprier. Donc, on va voir un exemple de réappropriation matérielle, un exemple de réappropriation scientifique, c'est-à-dire quand les pièces reviennent, on se met à travailler sur elles pour en faire une partie de soi, et une réappropriation à mi-chemin entre le scientifique et le politique. Alors, j'ai cherché un exemple qui marchait avec le Prado, et j'en ai trouvé un, ce qui m'a causé beaucoup de plaisir quand je l'ai trouvé. Vous voyez ici un tableau du Corrège, Léda et le cygne, l'allégorie de Léda séduite par Zeus, que vous voyez ici dans la Gemäldegalerie à Berlin, présentée par une restauratrice, ce qui explique la présence sur le côté d'un écran avec un rayon X, une prise de rayon X. Pourquoi ça? Alors, ce tableau du Corrège existe ici aussi, au Prado, en copie. Une copie du début du XVIIe siècle, qui est extrêmement intéressante parce qu'elle présente, et d'ailleurs le site du Prado évoque cette question, elle présente le même tableau avec une Léda dont la tête est différemment placée. Et vous allez voir comment cette question de la tête montre comment les sociétés se réapproprient les pièces qu'elles reprennent. Le tableau Léda et le cygne était exposé dans la Bildgalerie, dans la galerie de tableaux de Sans Souci, lorsque Dominique Vivant-Denon l'a saisi. On est bien renseigné sur cette galerie de tableaux grâce à ces plans de Matthias Österreich, et on sait, en regardant ici, que la Léda du Corrège était placée au milieu sur ce pan de mur à gauche, et qu'elle n'était pas loin de Lio, un autre tableau du Corrège dont il existe une copie à Vienne. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que lorsqu'il arrive à Paris, ce tableau du Corrège, ou ces deux tableaux du Corrège, vont être présentés de manière très prééminente, très centrale dans l'exposition. On en a pour preuve qu'alors que normalement dans le catalogue les notices sont très courtes, pour le Corrège on a une très longue notice, vous voyez Jupiter et Léda, et la notice continue sur 2 pages, ce qui est une exception. Il est question de Raphaël Mengs, c'est pour ça que je l'ai choisi, puisque Raphaël Mengs va faire l'objet d'une grande exposition ici dans quelques mois, comme me l'a confié le vice-directeur
de cet établissement. Et Raphaël Mengs était à l'époque le grand spécialiste du Corrège. Il avait écrit une monographie sur le Corrège. Et ici, l'avis de Mengs est discuté par Dominique Vivant-Denon, qui a écrit ce catalogue. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'information donnée ici en haut à gauche, selon laquelle ce tableau, après avoir été peint en Italie, est passé en France et il est passé entre les mains de Philippe d'Orléans, le régent, dont le fils était très prude ou très excité, ou on ne sait pas quoi. En tout cas, ce tableau l'a mis tellement mal à l'aise qu'il a déchiqueté le visage de Léda, qui lui paraissait peut-être, selon la légende, peut-être trop érotique. Ce tableau sans tête d'un peintre si prestigieux a ensuite été réparé, récupéré, et le peintre du roi, Charles Coipel, lui a repeint une nouvelle tête. Tout ça pour expliquer que la copie que vous avez ici, elle est extraordinaire puisqu'elle copie l'original du Corrège. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est qu'arrivé à Paris, après avoir été en Prusse donc, ce tableau est considéré comme très important, mais la tête est moche. La tête de Coipel ne correspond pas à ce que le directeur du Louvre espère pour son musée, et il va confier la peinture d'une nouvelle tête au plus grand peintre, à l'un des plus grands peintres de son époque, qu'on appelait le Corrège français, qui est Pierre-Paul Prudhon. Vous voyez ici, on est très bien, grâce au 19e siècle, on est toujours très bien informé, puisque c'est le siècle des factures et des statistiques. On sait que Prudhon a obtenu une somme assez importante pour repeindre la tête de ce tableau. Et vous voyez ici la note de 1809, signée Prudhon, qui explique qu'il a repeint cette tête pour la rendre meilleure. Pierre-Paul Prudhon, le peintre d'un côté, et le directeur des musées berlinois de l'autre, Jean-Henri, qui, lorsqu'il récupère le tableau, est scandalisé de le retrouver avec une nouvelle tête. Même si le tableau n'est resté que 15 ans à Paris, il faut toujours penser, ici c'est un exemple, mais que les transformations matérielles qui s'opèrent en l'absence des œuvres sont plus importantes que seulement matérielles. Elles sont symboliques. C'est l'autre, c'est l'ennemi, c'est le conquérant qui a touché à votre œuvre, qui l'a transformée, qui a ici changé la tête. Et ce qu'on va voir en Prusse, qui est extrêmement intéressant, alors il se plaint beaucoup, Dominique Vivant-Denon lui rend en 1814 les deux tableaux du Corrège, et il écrit dans son journal « On nous a enfin remis hier les tableaux que Louis XVIII, Sa Majesté très chrétienne, a fait restituer dès le 4 juin à Sa Majesté le roi de Prusse. Ce sont deux tableaux capitaux, mais l'un avec une tête nouvelle et l'autre avec des restaurations imparfaites qui le défigurent. » Et l'un des gestes les plus importants qui va s'opérer ici, si vous vous intéressez à ces questions, je vous recommande la lecture de la thèse de Noémie Étienne sur la restauration des peintures à Paris. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, les directeurs des institutions berlinoises vont faire une campagne de dérestauration et de re-restauration des tableaux qui rentrent. Et c'est vraiment une manière de se réapproprier les choses. Ce n'est pas qu'elles étaient vraiment très abîmées. Probablement qu'elles auraient pu, ou certaines auraient pu, encore vivre comme elles étaient. Mais l'idée est vraiment de défaire ce que l'ennemi a fait et de remettre ce qu'on souhaite soi-même dans l'œuvre. Et ça, vous le retrouverez dans beaucoup de contextes. Ce n'est pas un cas isolé. Je vous remontre la tête telle qu'elle se présente ici au musée du Prado, c'est-à-dire dans une version qui est probablement proche de l'original du Corrège. La tête peinte par Jakob Schlesinger dans les années qui suivent le retour de l'œuvre, dans les années 20. C'est une tête très 19e siècle, presque un peu, qui fait penser plutôt à Léonard de Vinci, probablement. Et ici, vous voyez la coupure et la réparation multiple du tableau sur le rayon X. Donc, réappropriation matérielle, d'une part. Autre moment, et là, j'ai choisi des exemples, mais bien sûr, ça marche pour d'autres contextes culturels et d'autres contextes géographiques. Donc le premier, je l'ai choisi parce qu'il faisait lien avec le Prado. Le second, je l'ai choisi parce qu'il montre très bien comment la science va tenter d'effacer
ce qu'ont fait aussi les précédents. Dans ce catalogue de l'exposition des œuvres revenues de Paris en 1815, le numéro 1, comme je le disais tout à l'heure, est consacré au jugement dernier venu de Gdansk, de Danzig. Et d'abord, c'est le numéro 1, symboliquement très important, donc un tableau allemand ancien occupe le numéro 1 dans cette exposition. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est le fait que pendant plusieurs pages, une trentaine de pages dans ce catalogue, les Allemands vont discuter de toutes les erreurs d'attribution qu'ont fait les Français pendant 10 ans. N'importe quoi. Le tableau en question, qu'on revoit ici dans son contexte d'origine, la Marienkirche, l'église Sainte-Marie de Danzig. Et ici, vous voyez la remarque selon laquelle, en France, on a toujours considéré que ce tableau était de Van Eyck. Alors, écrit l'auteur de ces lignes, qu'ils avaient beaucoup de Van Eyck et que s'ils avaient comparé et s'ils avaient ouvert les yeux, ils auraient vu tout de suite que ce n'était pas un Van Eyck. Manière de dire que si on n'est pas allemand, on ne peut pas comprendre. Et que va avoir lieu ici, sur plusieurs pages ensuite, une discussion qui va attribuer le tableau au professeur de Dürer ou au... Bon, et ça va durer quelques années jusqu'à ce qu'on arrive à décider qu'il s'agit d'un tableau de Memling. Donc là encore, le travail scientifique, le travail d'attribution va se faire contre ce qui a été dit en France, contre ce qui s'est fait en France, et de manière patriotique. Je tourne les pages, vous voyez qu'on est à la page 4, puis bientôt à la page 30, et il continue à discuter des erreurs françaises, là, jusqu'à arriver, page 28, à Lucas Cranach, et de continuer sur les maîtres allemands anciens, qui pourtant n'avaient pas été très nombreux à être pris en Allemagne. En Allemagne, dans les grandes collections, on a l'école italienne, Corrège, Raphaël, on a des Rubens, on a des Rembrandt, mais on a à ce moment-là, peu de tableaux allemands anciens, et c'est eux qui vont occuper la première place dans cette exposition et qui vont être investis scientifiquement très lourdement dans ces années de retour. Phénomène semblable à Florence, que j'ai choisi néanmoins parce qu'il nous met plus du côté patriotique, national, vers la nationalisation des arts. Nous sommes ici donc à Florence, dans une gravure publiée en 1819, donc quelques années après le retour des pièces prises à la Toscane par la France. Et vous voyez dans cette Gazzetta di Firenze que va être commentée l'exposition des œuvres revenues de Paris et qui ont été exposées au public plusieurs jours dans l'Académie des Beaux-Arts. Ce texte est très intéressant parce qu'il va mettre l'accent, en partant de ce Saint-Marc de Fra Bartolomeo, il va mettre l'accent sur l'école toscane en expliquant que l'école toscane est universelle. C'est ça la beauté universelle. Et sans entrer trop dans les détails, je voulais vous montrer, puis c'est difficile à lire ici, que le mot toscan apparaît à de nombreuses reprises ici et que le narratif dans ce texte-là, c'est de dire tout le public très nombreux, enthousiaste, qui est venu voir cette exposition, quand il a vu le Saint-Marc, il a dit « Questo è toscano ». Quand il a vu Andrea del Sarto, tout le monde s'est exclamé « Questo è toscano », etc. Avec l'idée qu'on crée ici un patriotisme artistique qui n'existait pas vraiment sous cette forme avant. C'est vraiment le fait d'avoir été violenté dans son identité patrimoniale qui fait que ce patriotisme s'exprime. Alors, évidemment, problème avec Raphaël, qui n'est pas toscano. Ma Raffaello, egli non è toscano. È vero. Donc, mais Raphaël, lui, n'est pas toscan. Qu'est-ce qu'on fait de lui, si on est en train de construire une histoire de l'art patriotique? È vero, ma è italiano, eppure è molto ha appreso della scuola toscana. Non seulement, donc, il est italien, et il a beaucoup appris de l'école toscane. Et là, on voit déjà se profiler au début du XIXe siècle, ce qui va aider à la construction de l'unité italienne, bien plus tard, bien sûr, qui est l'unité par la langue et l'unité par les arts. Un texte très intéressant, donc une manière d'homogénéiser, disons, les différentes écoles artistiques.
On a vu la dimension politique des choses, la dimension matérielle, la dimension scientifique. Maintenant se pose la dimension pratique pour les musées, pour les institutions, pour les administrations, qui se retrouvent avec des caisses et des caisses et des caisses d'œuvres qui rentrent et qui parfois ne savent pas quoi faire. Pourquoi ? Parce que entre le moment où elles ont été prises et ce moment-là, a joué ce qu'on appelle l'intertemporalité. Les choses ont changé entre-temps. Les frontières sont parfois nouvelles. Les souverains sont parfois nouveaux. Les structures ce que j'appelle les structures d'accueil, c'est-à-dire les cloîtres, les églises, les monastères, mais aussi les musées, ont été modifiés, transformés, détruits, sécularisés. Et puis enfin, entre-temps, avec l'expérience du Louvre, se sont mis en place de nouveaux concepts patrimoniaux. Et comme le disait Javier tout à l'heure, dans ces années 1814-1815, on est vraiment à un moment, enfin dans les 10 ans qui précèdent et les 10 ans qui suivent, un moment où toute la géographie du patrimoine européen et toute la géographie des musées, le paysage des musées en Europe va complètement changer. D'autres concepts vont s'imposer et les concepts anciens, ceux du XVIIIe siècle, vont s'effacer progressivement. J'aime beaucoup cette carte de l'Europe en 1815 dressée pour l'usage des collèges, c'est-à-dire pour les adolescents, en 1821, adolescents qui, probablement après avoir traversé la Révolution et l'Empire, ne savent plus du tout quelles sont les frontières valables dans l'Europe. Donc c'est une carte pédagogique, si on veut, qui nous montre l'Europe en 1815 et qui, avec les couleurs, nous montre comment certains États ont été nouvellement formés, nouvellement conglomérés, si on veut. Vous voyez ici ce qu'on a appelé à l'époque le Royaume-Uni des Pays-Bas, qui réunissait l'actuelle Belgique, qui n'existait pas encore, et les actuels Pays-Bas. Vous voyez ici, en bleu, pardon, la Prusse qui est venue englober les régions rhénanes, qui avant étaient des villes libres. Et puis vous voyez l'Empire d'Autriche qui a pris le nord de l'Italie et la côte ouest de l'Adriatique. Donc certaines des régions qui ont été dépossédées dans les années qui précèdent sont maintenant gouvernées par d'autres régions. On l'a évoqué déjà tout à l'heure. Quand la France a opéré ces saisies, elle s'est attaquée, entre guillemets, à plusieurs types d'institutions. D'abord et beaucoup à des églises ou à des lieux de culte, notamment sur la rive gauche du Rhin, puis aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, à Danzig, on l'a déjà évoqué, tandis qu'en Espagne, j'ai marqué PPP, c'est plutôt des propriétés privées. Elle s'est attaquée aussi, la France, et surtout sous l'Empire, à des musées déjà existants, comme le musée de Vienne, le musée de Munich, le musée de Cassel, évoqué tout à l'heure, de Brunswick, de Schwerin, dans le monde allemand, ceux de Parme, les galeries de Parme, Modène, Bologne et les offices à Florence, et le Museo Pio Clementino à Rome. Donc, dans certains cas, des musées existent, ils ont été vidés, certains ont été détruits. Le musée de Brunswick était construit en bois, donc il a été brûlé il a été détruit pour avoir du bois. Le musée Bon. Et en plus, ont été pillés certains palais royaux, comme à Berlin et à La Haye, notamment. En plus de ça, c'est ajouté pendant la période impériale la création de musées qui étaient alors en France, les musées dits de province, par le décret Chaptal. Et certains de ces musées qui étaient dans les provinces françaises ne sont plus en France. C'est le cas de Genève, que vous voyez ici. C'est le cas de Mayence, que vous voyez ici, et c'est le cas de Bruxelles, que vous voyez ici, qui étaient des musées français, à qui on a donné, par exemple au musée de Mayence, et je le sais puisque c'est un sujet encore très brûlant, des œuvres qui étaient arrivées de Munich et de Nuremberg sont arrivées à Paris, elles ont été ensuite offertes à Mayence. Et aujourd'hui, quand Nuremberg demande à Mayence la restitution, Mayence dit « Ah non, c'est un cadeau napoléonien, on peut pas du tout le rendre ». En tout cas, on a une multiplicité de lieux de départ qui se sont transformés au moment du retour et qui sont placés sous différents gouvernements. Donc la question du retour se pose différemment selon les régions. Et je le dis avec insistance parce que vous aurez sûrement entendu, si vous vous intéressez un petit peu au débat actuel, cette remarque selon laquelle en Afrique, il n'y a pas de musée, on ne peut pas leur rendre, on ne sait pas où ça va aller, etc.
D'abord, il y a des musées, et en plus, cette question de à qui rendre, où rendre, a toujours été liée aux restitutions. Les choses ne sont pas toujours prises dans des musées. Et là, en 1814 et 1815, c'est tout à fait net. Donc, dans les cas les plus faciles, les cas optimaux, comme celui du musée Pio Clémentin, le musée du Vatican à Rome, qui existe depuis 1770, c'est facile. Les œuvres qui reviennent de Paris, les voilà. L'Apollon du Belvédère qui entre sur la gauche, clic, on le remet à sa place. L'Apollon du Belvédère retrouve sa place dans la cour du Belvédère, et les choses sont relativement simples. Il n'y a pas un effort administratif, un effort institutionnel, un effort conceptuel à fournir. Mais en réalité, ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus difficile, en tout cas, peut-être pas non plus le plus fréquent, c'est celui auquel fait face le roi de ces provinces unies des Pays-Bas, le beau Guillaume Ier, qui est confronté à un royaume qui unit non seulement différentes langues, mais différentes confessions, mais différentes histoires, et qui va devoir, depuis son autorité à lui, de prince unique, qui va devoir répartir équitablement les pièces qui reviennent. Et ça, c'est extrêmement difficile et extrêmement intéressant. Il a très vite, dès le mois d'octobre 1815, formulé des arrêtés pour expliquer comment il allait s'y prendre. Et comment il va s'y prendre? D'abord, prendre son temps. Il ne va pas aller vite. Il explique dans ce premier arrêté que les tableaux, article 1er, qui se trouvaient dans les églises qui sont encore destinées au culte ou dans des établissements publics encore existants seront déposés dans la place qu'ils occupaient et confiés aux gardiens de ces édifices, à charge par eux de pourvoir à leur conservation et entretien. Donc, cas numéro 1, l'église, le lieu de culte, existe toujours, le lieu de dévotion existe toujours, donc on va rendre la pièce tout simplement à l'endroit d'où elle avait été prise, et ce seront les locaux, les gardiens du culte, si on veut, qui s'en occuperont. Article 3, et c'est l'article de la prudence, nous nous réservons de fixer la destination ultérieure de tous autres tableaux ou objets de sciences et arts dont il n'est pas fait mention au présent arrêté ou qui, en raison de la suppression ou de la destruction des établissements qui les renfermaient, ne peuvent y être replacés. Un très grand nombre, dans cette région, un très grand nombre de monastères, d'églises, etc., ont été soit détruites pendant la guerre, soit nationalisés. Ce sont devenus des établissements publics, ils ont été enlevés au culte. Et pour ces endroits-là, évidemment, il n'y a plus de curés, il n'y a plus de responsables, il n'y a plus de gardiens du culte. Et Guillaume Ier, se donne donc le temps de réfléchir à la manière dont il va procéder. Vous voyez qu'on est le 6 octobre de l'an 1815, c'est-à-dire assez vite. Cette première loi, ce premier arrêté est assez rapide. Ce qui peut retourner à son endroit d'origine va y retourner. Et puis quelques semaines plus tard, en novembre, le 25 novembre 1815, il précise son arrêté, et nous voyons ici en bas, nous avons trouvé bon et entendu d'ordonner, comme nous ordonnons par ces présentes, premièrement, les tableaux et objets d'art et de science, autrefois enlevés des provinces méridionales, c'est-à-dire du sud, c'est-à-dire de ce qui ressemble plutôt, qui est plutôt la Belgique, et actuellement revenus de Paris, seront, pour autant qu'ils ne sauraient être replacés dans les églises et les établissements auxquels ils ont appartenu, conformément à l'article 1er de notre arrêté du mois précédent, réunis provisoirement dans le chef-lieu de la province de laquelle ils ont été enlevés. Ça, c'est très intéressant. Ce qu'il nous dit, c'est, pour le Sud francophone, lui, il est néerlandophone, il est probablement, pas sûr, protestant, le Sud flamand, le Sud, ici la Wallonie, donc il essaye de ménager ces nouveaux sujets en leur disant « Ok, si vous n'avez plus de monastère, on va vous mettre les œuvres le plus près possible, dans les villes les plus proches possibles des monastères supprimés. » Donc il choisit l'option de ne pas centraliser les œuvres, par exemple à Bruxelles, où avait été créé un musée, mais de dire « On vous donne à chacun, dans votre petite ville du coin, une possibilité d'être en contact avec ces pièces, même si les lieux de culte ont été abandonnés. »
Et peut-être intéressant aussi, le point 4, les objets d'art repris en tête de cet arrêté et provenant de quelques villes ou lieux du Brabant méridional seront préalablement déposés et conservés au musée de Bruxelles. C'est-à-dire que le musée va jouer un rôle de tri, on va rapporter les choses au musée de Bruxelles créé par la France, puis les redistribuer. Ça, c'est le deuxième cas de figure. Une réflexion intense sur la manière de redistribuer ce qu'on récupère. Je pense que c'est un cas qui concerne beaucoup l'Espagne aussi, et vous verrez qu'il concerne aussi l'Italie, lieux religieux ou musées. Des discussions se mettent en marche à ce moment-là. En tout cas, pour ce qui concerne notre situation aujourd'hui, 200 ans après, ça explique que si vous allez à Anvers, dans la cathédrale d'Anvers par exemple, vous y verrez les Rubens qui avaient été emportés à Paris dans l'église. C'est-à-dire pas muséalisés, mais encore dans leur lieu de culte. Vous avez le même phénomène à Gand, à l'ouest de Bruxelles. Si vous allez à Gand, vous verrez le retable de l'agneau mystique de Van Eyck qui avait été apporté en 1794 à Paris, réaccroché dans l'église. Ici, c'est un tableau historiciste des années 1820 ou 30. Il est signé 29, 19, quelque chose comme ça. Et en tout cas, aujourd'hui, quand vous y allez, vous trouvez toujours ce même extraordinaire polyptyque, maintenant dans une énorme cage en verre blindé, pour que personne ne le reprenne plus. Il avait été pris une première fois, je crois que c'était déjà la deuxième fois à l'époque napoléonienne, et puis les nazis ont tenté de le prendre et l'ont transporté aussi en Bavière. Il est revenu en 1945 et il a toujours été dans cette église. Et il est extrêmement bien protégé désormais. C'est extrêmement impressionnant de le voir dans cet état-là. Autre cas de figure, celui de Gdansk, où la population de Gdansk aurait vraiment beaucoup aimé récupérer son tableau pour son église. Mais là, Danzig étant devenu prussien, Berlin leur propose de faire un échange, de leur envoyer une copie moyenne de la Madone Sixtine de Raphaël, en échange du tableau de Memling ou de Van Eyck, enfin de ce tableau si important, qui devrait rester à Berlin selon les Berlinois. Et finalement, après 2 ou 3 ans de négociations et de tractations, Danzig va réussir à récupérer son tableau. J'en arrive au dernier volet, et vous voyez bien que finalement, c'est difficile de montrer l'amplitude de ces reconnexions, parce que finalement, elles s'étendent sur le temps. C'est des choses qui sont impulsées là, ces discussions, ces tractations, ces constructions de musées, qui se mettent en place ici et qui partent de ce traumatisme majeur qu'ont représenté les spoliations napoléoniennes. Alors, je vous avais promis de regarder un petit peu mieux cette extraordinaire représentation du retour des pièces récupéré à Paris. Je ne sais pas si on va pouvoir le lire ensemble, si je zoome comme ça. Canova presenta a Pio il VII in Vaticano i monumenti della storia Gloria, je regarde les spécialistes, Gloria, italiana, recuperati in Parigi l'anno, etc. Donc ici, on a une très belle, très grande page qui nous montre le pape en majesté, ici, âgé mais encore très vif, qui regarde Canova, le célèbre sculpteur Antonio Canova qui a été chargé de la récupération et qui s'est fait aider pour cela par les Britanniques, souvenez-vous, tenir un discours monté sur un petit socle à côté de caisses, ici, qu'on est en train d'ouvrir, marqué « Douane de Paris ». Et derrière lui se trouve le groupe du Laocoon, cette icône de la réception de l'Antiquité autour de 1800, enfin même avant, en Europe, et puis la Transfiguration de Raphaël, qui sont les 2 œuvres qui, dans les inventaires du musée Napoléon, avaient le plus haut prix. Ils avaient été estimés pour savoir combien d'argent était, combien de capital réel était au musée Napoléon, et ils dépassaient l'un et l'autre 1 million de francs. Donc ce sont les 2 œuvres, on peut dire, qui dans l'histoire du goût et l'histoire de la réception de l'art européen en Europe sont les plus importantes. Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette représentation, c'est le fait que si on regarde au loin là-bas, il faut regarder très bien avec une loupe, vous voyez écrit « Museo »,
ici. Et l'autre mention est ici, plus difficile à lire, ingresso al museo. C'est-à-dire que le retour est directement connecté à l'idée de musée. Alors, le musée Pio-Clémentin existait déjà depuis 1770, c'était déjà un musée public lorsqu'il a été pillé en vertu du traité de Tolentino, mais dès le retour des pièces, se met en place le projet d'élargir les collections du musée Pio-Clémentin à une pinacothèque, d'en faire un musée de tableaux, dont l'histoire a été remarquablement reconstituée par une collègue dont le prénom m'échappe, mais dont le nom de famille est Scarbozza, Ilaria. Elle nous montre comment, dès février 1816, c'est-à-dire dès le moment où les œuvres reviennent, quelques heures après la visite de Picette aux œuvres rapatriées, Canova reçoit, par l'intermédiaire du Premier ministre, disons, de l'État Vatican, les instructions nécessaires pour la création d'une pinacothèque publique dans les 6 salles de l'appartement Borgia au Vatican, citation, qui seront aménagées à cet effet par les travaux nécessaires. Donc tout de suite, on a l'idée que ces grands tableaux de Raphaël, ces tableaux du Corrège, etc., ne vont surtout pas retourner dans des églises, on va les mettre au musée. En très peu de semaines, conclut-elle, déjà en août 1816, presque toutes les sculptures classiques retrouvèrent pour leur part leur emplacement d'origine. En fait, on voit que Canova, pendant qu'il négocie, c'est lui, Canova, pendant qu'il négocie la restitution, déjà en septembre 1815 à Paris, écrit à Rome pour dire qu'il n'est pas question que les œuvres qu'il va reprendre retournent dans les églises. Il écrit à Rome, je paraphrase, à Rome, les tableaux des maîtres du passé étaient, citation, mal entretenus, couverts de fumée et de poussière, accrochés dans des endroits trop hauts et inappropriés, avec une lumière le plus souvent défavorable, au grand détriment des arts et de leurs admirateurs. À Paris, en revanche, ils se trouvaient ordonnés, selon leurs écoles respectives, dans une galerie spécialement aménagée, où les artistes de toutes les nations pouvaient venir les étudier à toute heure. En plus d'être bien disposés, ils étaient également placés dans une lumière adéquate, etc. etc. C'est le fameux débat qu'on peut suivre beaucoup dans les années 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc., qui fait qu'une église comme celle-ci, celle de San Pietro à Rome, va voir lui passer sous le nez sa transfiguration, qui ne fera même pas une petite station à son retour en 1816, mais sera directement exposée au musée. Et là, on a une somme considérable de débats entre, disons, les artistes. Vous voyez ici Ulisse Aldovrandi, qui était le directeur adjoint de l'école des Beaux-Arts à Rome, qui plaide pour qu'un musée soit créé où les artistes pourront travailler tranquillement, et les religieux qui, pour leur part, considèrent que les œuvres réunies dans des grandes galeries s'étouffent et s'abaissent mutuellement, et que si on les remet dans une église, on aura une diffusion plus démocratique du patrimoine artistique à travers le territoire. Ces débats-là ont certainement lieu dans beaucoup de villes, non seulement au nord des Alpes, aussi au nord des Alpes, mais évidemment au sud des Alpes. Finalement, quand la Pinacothèque du Vatican sera créée, c'est un nouveau bras qui est créé ici, Braccio Nuovo, et surtout ces appartements Borgia, où vont arriver les pièces qu'on voit aujourd'hui. Alors, c'est très étonnant quand on est au Vatican de voir ces tableaux qui avaient été emportés à Paris de Raphaël, qui viennent de Pérouse, de Rome et de Foligno, qui sont encadrés de manière sans beauté. Ils sont là sur des cadres métalliques dans la dernière salle. Et c'est un peu comme s'ils étaient décontextualisés. Enfin, ils ont un statut, me semble-t-il, un peu spécial dans la muséographie actuelle, qui rappelle peut-être ces décisions de ne pas les remettre dans leurs églises d'origine. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Après la Pinacothèque Vaticane, qui est sûrement le premier musée à tirer les leçons de l'expérience du musée Napoléon, à concentrer ses œuvres, à les rendre accessibles au public et à la sortir des églises, on observe dans toute l'Europe une course qui n'est pas vraiment une course parce que chacun va à son rythme et on ne voit pas vraiment d'observation réciproque, mais en tout cas, on observe la création de musées modernes, entre guillemets, et modernes voulant dire à partir de ce moment-là des musées qui, selon la formule du musée Napoléon, lient musée, nation et patrimoine.
c'est nouveau. Avant, on avait plutôt musée, éducation, dynastie. Et maintenant, on va avoir de manière très forte musée, nation, patrimoine avec cette affirmation nationale. Le prochain, donc sur la carte européenne, vous le connaissez bien, c'est le musée du Prado, ouvert en 1819. Au bout d'une longue histoire, en fait, il avait été programmé bien plus tôt, mais cette programmation a été interrompue. C'est le cas aussi à Berlin, d'ailleurs, où le fait que les œuvres aient été volées par Napoléon a empêché la création d'un musée public. Les débuts des musées d'art en Espagne a été étudié par Pierre Géal et je possède depuis quelques minutes ce livre que je suis très impatiente de consulter sur l'opinion publique, la culture et la politique, c'est-à-dire exactement les questions qu'on a évoquées pendant ces 4 séances ici en 1819, c'est-à-dire en fait, de mon point de vue, les débats qui ont lieu après ce traumatisme napoléonien. Puis la National Gallery va être créée à Londres en 1824. La Glyptothèque et la Pinacothèque de Munich sont conçues en 1816 et 1815 et mettent à peu près 15, 20 ans, 30 ans à être réalisées. Ce qui est aussi le cas pour le premier musée public de Berlin. Munich avait déjà un musée public, Berlin n'avait pas encore de musée public, qui va être le Museum, Königliches Museum, qui est décidé en 1815 et qui va mettre 15 ans à se réaliser. Et c'est très important pour nous, dans tous nos débats sur les restitutions actuelles, de bien penser que les populations, les sociétés, les villes ne pensent pas des musées quand elles n'ont rien à y mettre. Pendant que les œuvres de Prusse étaient à Paris, personne n'a eu l'idée de construire un musée. Pendant que les œuvres du Bénin étaient en France, personne au Bénin n'a eu l'idée de construire un musée. C'est seulement quand les pièces reviennent que se mettent en place ces structures administratives. À Berlin, la constellation était la suivante. Les œuvres avaient été prises dans les palais du roi de Prusse. Elles ont passé 10 ans, de 1807 à 1814, 7 ans, à Paris dans un musée public. Et quand elles reviennent, la bourgeoisie berlinoise dit on ne va pas remettre ça dans les palais royaux, il faut absolument que ce soit en public. Mais tout le processus va durer extraordinairement longtemps. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion qui est très courte, qui consiste peut-être et principalement à dire que ces questions-là, quel que soit l'angle dans lequel on les aborde, y compris l'angle matériel, l'angle de l'histoire de la restauration, sont très riches, que je n'ai pu, lors de ces conférences, ne vous montrer qu'un peu des différentes directions dans lesquelles on peut aller, que j'ai cru apprendre, en tout cas pendant mes 4 semaines ici, que le contexte espagnol est, non ça je l'ai compris directement, extrêmement complexe, extrêmement fascinant, avec ce musée très précoce, 1819, pour le 19e siècle, et que donc il y a un grand potentiel de recherche pour les jeunes chercheuses et chercheurs parmi nous, de choses à travailler. Et je crois que l'année prochaine, ici, le Prado consacrera une journée d'études à l'époque napoléonienne en Espagne, qui a évidemment été un traumatisme majeur. Alors, je voudrais quand même terminer par un clin d'œil, parce que dans les discussions actuelles, vous entendez souvent dire « si on rend », et c'est ce que disait Robert Wilson au début, au petit clip que je montrais la dernière fois, le directeur du British Museum, « si on rend, ça va vider nos musées, ça va détruire nos musées ». Et la meilleure preuve que ce n'est pas le cas, c'est le Louvre lui-même. Le Louvre qui, très vite, 15-20 ans après ce qui a été pour lui, cette institution, le traumatisme de 1815, s'est agrandi, a envisagé de nouvelles ailes. Et si vous regardez ce guide touristique de 1854, c'est-à-dire 40 ans seulement après la grande restitution, vous voyez que le Louvre est composé, musée impériaux du Louvre, de 13 musées. Musée des tableaux des écoles françaises, italiennes, allemandes, hollandaises et flamandes. Musée de l'école française avec le salon des chaises cheminées, musée des galeries, dessins suivi des salles de la Carter, etc., etc., etc. Et on arrive au musée 7 et 8, musée ethnographique, musée naval, le musée des Antiques, le musée de la sculpture égyptienne et celui du Moyen-Âge, qui nous montrent qu'un musée est un organisme qui a vraiment du mal à mourir,
en tout cas, qui ne meurent pas par absence de collection, ils meurent peut-être par absence de financement, mais les musées rebondissent et le Louvre est le meilleur exemple, puisque lui et le British Museum et les musées de Berlin, après avoir décidé en 1815, dans un consensus collectif dont on a parlé, que finalement voler le patrimoine des autres à l'intérieur de l'Europe était contraire à la morale, vont exporter cette pratique vers les Amériques, avec le premier musée américain en 1850 au Louvre, vers l'Égypte, très vite vers ce qui est actuellement l'Irak et l'Iran, la Mésopotamie et d'autres régions du monde colonisé. Donc on n'a pas besoin d'être inquiet. Les musées sont là pour nous et même les restitutions, musées mexicains, ne les font pas fléchir. Je vous remercie.